Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous. Donc, on reprend les vidéos récatral aujourd'hui avec deux cours autour des soins palliatifs avec une vision croisée entre les cardiologues et les spécialistes de soins palliatifs. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Marie-France Séronde de Besançon et Sébastien Larousse des Hospices civils de Lyon qui vont nous apporter leur expérience donc dans la prise en charge palliative des patients d'insuffisance cardiaque avancée. Donc, bonjour Marie-France et je te laisse te présenter puis nous présenter ta présentation. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette invitation pour parler de nouveau des soins palliatifs et de l'insuffisance cardiaque. Donc moi, je suis professeur Ferron, mais je suis cardiologue aussi à Suite des enfants et je m'occupe donc des patients insuffisants cardiaques. Donc voilà, je mets une définition en premier de la définition de l'OMS 90 par rapport aux soins palliatifs, parce que nous, en tant que cardiologue, c'est vrai qu'on n'a pas trop cette notion-là. Et c'est quand même utile de refaire le point dès le début, savoir ce que c'est que les soins palliatifs. On dit toujours soins palliatifs, ben, je ne peux plus rien faire, c'est un soin passif, voilà. Alors que voilà, dans la définition, c'est vraiment un soin actif complet qui va être donné aux malades dont l'affection ne répond pas au traitement curatif. Donc là, on est vraiment dans l'insuffisance cardiaque. Et la lutte contre la douleur et les autres symptômes, ainsi que la prise en considération des problèmes psychologiques, sociaux et spirituels sont primordiaux. Ils ne hâtent que ne retardent le décès. Leur but est de préserver la meilleure qualité de vie jusqu'à la mort. Donc, c'est une conception de soins d'accompagnement qui tend à soutenir que mourir est un processus normal de vie, on le dit souvent. Ils prennent en compte la souffrance globale du patient et l'aident à mourir dans la dignité. Et cette prise en charge en soins palliatifs, elle doit vraiment faire appel à une prise en charge multidisciplinaire et on verra comment. Alors l'historique, c'est vrai que encore dans les années 80, finalement les soins palliatifs étaient accompagner le mourant et voilà, on mettait les choses en place la veille du décès. On va dire que ça n'a pas beaucoup changé, pas assez à mon sens. Mais voilà, dans les années 80, c'était plutôt ça. Et c'est vrai que maintenant, le champ d'action des soins palliatifs est bien élargi parce que les choses ont évolué avec les progrès de la médecine, l'augmentation de l'espérance de vie, des situations médico-psychosociales complexes, des pathologies graves, incurables qui vont s'inscrire dans la chronicité, comme l'insuffisance cardiaque, les polypathologies qui évoluent chez les sujets âgés et le grand handicap ont fait évoluer la notion de soins palliatifs et en particulier aussi la société qui a beaucoup évolué puisque les usagers revendiquent maintenant leur droit à l'information et à la décision éclairée concernant le traitement, leur santé, leur vie et surtout leur fin de vie. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les détails des différentes fois parce que je pense que notre confrère de soins palliatifs sera bien plus à même que moi de vous parler de ça et j'espère qu'il pourra nous en parler de façon un peu plus éclairée, en particulier des directives en société qui sont maintenant en première place dans la population. Alors, ainsi, donc, les soins palliatifs ne vont pas concerner seulement la période terminale, et c'est ça qu'il faut qu'on intègre, nous, cardiologues. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas l'étude de soins palliatifs la veille du décès du patient, mais plutôt inscrire cette prise en charge dans une logique de globalité, de continuité de soins à la personne atteinte d'une maladie grave et évolutive. Alors, dans l'insuffisance cardiaque, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? On sait qu'il y a très peu de patients qui vont en bénéficier. Ça fait très peu qu'on voit des publications, des publications dans la littérature d'articles concernant les soins palliatifs et la cardiologie. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'état des lieux de ce système, ça a été publié il y a seulement quelques années, eh bien, on voit quand même que la majorité des patients qui devraient nécessiter, qui ont besoin d'une prise en charge palliative, eh bien, vous voyez, la majorité des patients sont atteints de maladies cardiovasculaires, donc il y a vraiment un besoin. Alors après, c'est pour quel patient? C'est toujours la difficulté. À partir de quand je vais commencer à penser que mon patient, finalement, je ne vais pas pouvoir lui faire telle thérapeutique, et que je vais être plutôt dans une prise en charge palliative avec un accompagnement, finalement un changement de prise en charge plutôt sur les symptômes, sur l'accompagnement. Ça va intéresser quel patient et surtout à quel moment et qui va le faire. Est-ce que c'est l'équipe de soins palliatifs ou est-ce que moi, tout seul, cardiologue, est-ce que je peux faire quelque chose déjà?
Alors, quand on regarde un petit peu cet article publié en 2016, qui vient un petit peu le point, vous la connaissez bien, hein, cette courbe-là d'évolution du patient à insuffisance cardiaque, avec donc le diagnostic, la phase de stabilité plus ou moins longue, les réhospitalisations, et puis un patient qui devient de plus en plus symptomatique et de plus en plus hospitalisé, et qui rentre dans la maladie avancée, hein, dans l'insuffisance cardiaque avancée, où finalement on va voir que les symptômes ne sont plus améliorés par les traitements classiques, que la prise en charge traditionnelle finalement devient moins efficace, et que finalement, vous voyez, les soins palliatifs débutent assez tôt, hein, et bien ils vont s'intensifier et surtout être majeurs dans cette phase de maladie avancée qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années jusqu'au décès. Alors, alors, moi je pense que tout médecin, en particulier tout cardiologue, qui sont par exemple l'insuffisance cardiaque, devrait être capable d'aborder avec les patients et les familles le pronostic et le mauvais pronostic de la maladie. Et ça, c'est quelque chose, peut-être qu'on ne fait pas de façon systématique, mais c'est vrai que dès la déclaration de la maladie, dès l'annonce de la maladie, le patient doit être conscient qu'il a atteint d'une maladie chronique qui peut évoluer. Et je pense qu'on ne le sait pas, hein, et je pense qu'on a beaucoup à s'améliorer, mais nous, on est capable de le faire, d'aborder le pronostic, d'aborder ses projets. Alors, ça peut être quelque chose qui doit être dans le continuum de la maladie, hein. C'est sûr, quand on annonce un accident cardiaque, on ne va peut-être pas annoncer qu'il va mourir rapidement, mais dans le continuum, on peut aborder avec le patient, voilà, quels sont ses projets, qu'est-ce qu'il aimerait, quel serait ses désirs concernant sa fin de vie, voilà, et ça permet déjà des directives anticipées. Je pense que ça, nous, en tant que cardiologue, on peut le faire, et je pense que voilà, il faut qu'on le fasse. Alors, il existe des situations qui vont être plus complexes, qui vont nécessiter l'appui, l'aide d'une équipe de soins palliatifs qui, elle, est plus à même d'aborder des situations, d'aborder des discussions, et puis des fois on est très mal à l'aise, on en parlera peut-être avec les soins palliatifs, mais c'est vrai qu'on peut être très mal à l'aise de parler de ces choses-là avec nos patients. C'est des patients qu'on va suivre depuis 10 ans, 20 ans, 25 ans, on connaît tout de leur vie, on connaît toute leur famille, et alors, pendant longtemps, j'ai pensé qu'on lâchait les patients, c'est-à-dire qu'on s'occupait d'eux à partir du moment où on ne pouvait plus leur proposer de thérapeutique efficace en termes de réduction de mortalité. J'ai maintenant bien compris que je peux les aider autrement. Mais voilà, je pense que quand on est en difficulté, ces équipes de soins palliatifs, elles sont vraiment importantes parce qu'elles vont prendre le relais et elles vont nous aider aussi, nous, en tant que soignants, à prendre des décisions. Donc, il existe un outil d'aide qui est à la décision de faire appel à une équipe de soins palliatifs qui s'appelle Palliatif, qui va permettre peut-être de nous dire, attends, écoute-toi, là, mais finalement, est-ce que ces patients ne pourraient pas être vus par une autre équipe que toi? Donc voilà, à partir des 3 réponses positives à ce questionnement, eh bien, il faut faire appel à une équipe de soins palliatifs. Alors, vous voyez, les questions, elles sont assez simples, hein. Un patient atteint d'une maladie non curable, des facteurs de pronostic péjoratif, une maladie rapidement évolutive, un patient et son entourage qui sont demandeurs d'une prise en charge palliative et d'un accompagnement. Ça, je pense que c'est quelque chose pour l'occasion et proposer rapidement que l'équipe vienne. Il persiste des symptômes non soulagés malgré la prise en charge des traitements de première intention. Il y a des facteurs de vulnérabilité d'ordre psychique, patient, entourage. Il y a des facteurs de vulnérabilité d'ordre social. Il y a le patient, on l'encourage aux difficultés d'intégration de l'information de la maladie du pronostic. Parfois, on voit ça, ils sont un peu dans le déni. Vous constatez des questionnements, des divergences au sein de l'équipe, et ça c'est vrai. L'équipe médicale est encore beaucoup dans l'action, et puis l'équipe infirmière a dit non, là, vous voyez, il a mal, etc. On pourrait pas passer à autre chose. Je pense que quand il commence à y avoir des distorsions dans l'équipe, avec des prises en charge qui sont un peu, qui sont pas cohérentes, je pense que là, il faut faire appel aux soins palliatifs. Vous proposez des questions sur l'attitude à adapter, aussi traitement, limitation à traitement, demande d'euthanasie, comme on a fait tout à l'heure. Donc là, je pense que c'est l'équipe de soins palliatifs qui va nous aider.
Il y a une autre publication qui est apparue là en, je crois que c'est 2017, de la même façon, c'était une étude qui permettait d'apporter des réponses au moment de faire appel, de penser à cette prise en charge palliative. Et là, de la même façon, vous voyez, on retrouve un peu les mêmes systèmes. Et là, c'était si le score de ce système était supérieur à 5, c'était question d'aborder les questions palliatives. Alors, quand on parle de soins palliatifs, comme je le disais tout à l'heure, les objectifs ils sont différents. C'est-à-dire que autant nous, on va être dans la démarche d'un traitement pas curatif, parce qu'on sait bien qu'un cardiaque, c'est une maladie qui ne à jamais, mais en tout cas, une thérapeutique qui va permettre de réduire l'hospitalisation, une thérapeutique qui va permettre d'avoir voilà, une durée de vie plus longue. Et finalement, quand on va prendre voilà, la décision avec les patients de passer à autre chose, les objectifs vont être différents. C'est-à-dire que là, on ne va pas prolonger la vie à tout prix. L'objectif, ça va être d'améliorer les symptômes, ça va être d'améliorer la qualité de vie. Mais avant de mettre tout ça en place, il faut avoir une meilleure communication avec les patients, la famille et avec toute l'équipe pour que les décisions soient claires et qu'on sache ce que veut le patient. Pour améliorer la qualité de vie, il faut connaître les symptômes, les patients accidents cardiaques en phase avancée terminale. Et il faut connaître aussi, savoir comment on peut les soulager. Et puis, il faut bien connaître la législation. Et là, moi, je n'en parlerai pas en détail, mais je pense que notre collègue de Saint-Palais en parlera. Alors, la communication, alors, je voulais vous partager cet article qu'on a publié en 2018. Alors, c'était une situation de soins de vie. Et on a tenu à faire une petite enquête au sein du service sur la population médicale et paramédicale de notre service. Et c'est une étude qualitative sur des entretiens individuels pour recueillir le ressenti par rapport aux situations sanitaires. Donc voilà, 13 médecins interrogés, 16 infirmières, 5 aides-soignantes, avec un âge moyen de médecins de 30-43 ans, infirmières 38 ans avec des un peu plus âgés. Et donc, on a fait une analyse thématique de vie. Donc, je vais vous montrer un petit peu les résultats. Alors, d'abord pour les médecins et puis ensuite pour les corps paramédicaux, parce qu'il y a des différences quand même. Donc, pour les médecins, voilà, bien sûr, le cardiologue, il voit la cardiologie comme une discipline. On voit tous comme ça, hein. Donc, c'est l'urgence, on se guérit, on est très curatif, les limites professionnelles, il n'y en a quasiment pas, la mort constitue de la clinique, voilà, c'est un petit peu ce qu'on s'entend les cardiologues différents. Donc, c'est une spécialité technique, invasive, curative, il faut les battre jusqu'au bout. La communication, alors tout le monde disait qu'il communiquait avec le patient, avec la famille, mais en fait, je pense que les médecins confondaient un peu entre être présent et être disponible pour la discussion. Et finalement, la discussion, il l'avait plutôt avec les infirmières qu'avec les patients. Et puis que finalement, le médecin senior, un peu comme moi, un peu mes collègues à peu près du même âge, on nous appelait pour annoncer les mauvaises nouvelles. Et puis que finalement, quand il faut annoncer des mauvaises nouvelles, et puis quand il faut prendre en charge des patients depuis palliatifs, on fait appel à d'autres spécialités, et puis on confie les patients aux soins palliatifs. Et puis finalement, c'est plus notre spécialité, c'est celle de faire ça. On les a interrogés aussi sur le type de la mort. Alors, il faut faire la différence entre la mort subite, l'événement brutal et aigu. Donc là, on n'a pas tant de discussions philosophiques, on sait sur le malade, on le réanime. Et puis par rapport à la maladie chronique, qui elle, voilà, est un déclin physique, et finalement, les aspects techniques et aussi le malade chronique, ça va être plutôt d'informer la famille que les malades ont une maladie grave et qui va mourir rapidement. Les directives anticipées, alors c'est vrai qu'en 2019, on avait très peu de patients qui écrivaient leurs directives anticipées, et ils ne prenaient pas ça très bien, en disant plutôt qu'ils ressentaient que les directives anticipées étaient un obstacle pour eux, qui empêchait la mise en œuvre de toutes les techniques disponibles. Et que finalement, ces directives anticipées ne pouvaient pas substituer la discussion avec les patients et la famille.
Et finalement, les décisions de fin de vie, c'est un trop lourd fardeau pour la famille, et puis finalement, on va les laisser sur le médecin qui prend les décisions. Et puis que finalement, la connaissance professionnelle primait sur le malade, car la maladie pouvait entraîner le bon jugement du patient. Et puis, les médecins ne pensaient qu'il ne fallait pas à tout prix prendre en compte les directives de société, parce que le patient et la famille n'étaient pas qualifiés pour connaître les. Donc voilà, bon, tu peux faire tout ce que tu veux, mais si toi, ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. C'était un petit peu ça. Et puis du côté infirmière, on était plutôt dans le coulis, dans la calomnie, on essaie de faire sauver le médecin, voilà, on a une attitude qui est beaucoup plus empathique, beaucoup plus proche, beaucoup plus en communication, mais elles se sentent freinées par le discours du médecin, avec cette ambivalence entre les traitements curatifs et les traitements palliatifs. Elles se sentent aussi limitées par la législation parce qu'elles la connaissent mal. Hein. Et puis elles sont aussi limitées pour les patients qui ont des maladies chroniques. Hein, elles sont plus dans les dialytiques et dans la prise en charge des patients. Et elles essayent de concilier à la fois les patients, la famille et finalement les décisions thérapeutiques qui sont prises par les médecins. Et elles réconfortent. Elles adaptent toujours à des limites, elles expliquent. Voilà, elles essayent de maximiser au plus le confort du patient. Alors, ce qui en ressortait, c'est que la cardiologie est une discipline très active, ça, on n'en a pas de doute, dominée par l'approche curative. C'est une approche très différente entre les médecins qui sont dans l'urgence et la technicité et tous les infirmières dans l'empathie. Et les questions de fin de vie, finalement, ne sont pas souvent abordées, parfois parce que la situation ne le permet pas, parce que l'on est dans l'urgence, en effet. Parfois aussi parce que les acteurs qui doivent prendre une initiative ne le font pas. Et ce qui ressortait aussi, c'est que après discussion avec les équipes, c'est que finalement, elles avaient très peu de formation aux soins palliatifs, sur la législation, sur ce qu'on peut faire, comment on le fait, comment on aborde, pour la communication, etc. Et ça m'a fait un peu. Alors, il y a un article qui a été publié en 2020, je trouve qu'il était pas mal, c'est un position paper, où il est abordé la fin de vie dans l'incidence cardiaque clinique. Et il y a un petit encart sur la stratégie de communication face à un patient qui arrive comme ça avec une maladie chronique évolutive. Et il donne des clés pour essayer d'initier un peu la discussion avec les patients et sa famille pour établir finalement une relation aidante, empathique et surtout clarifier le pronostic de la maladie avec les patients et les aidants, en utilisant un langage non médical, populaire, qui permet de faire en sorte que les patients et la famille puissent comprendre de façon claire que la maladie évolue mal, que malheureusement nos thérapeutiques sont plus efficaces et que maintenant on va proposer un accompagnement du patient et de la famille. Et puis essayer d'identifier avec les patients les objectifs concernant le traitement et les soins et ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il envisage, s'il se passe quelque chose de grave à la maison, est-ce qu'il veut être réhospitalisé ou pas, est-ce qu'il veut mourir chez lui, voilà. Alors, souvent, on dit, quand on parle de directive anticipée, on laisse le choix au patient. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous réanime ou qu'on vous réanime pas? Un patient atteint d'une insuffisance cardiaque chronique et évolutive, il est hors de question que ce soit quelqu'un on n'a pas de projet thérapeutique derrière d'assistance, de greffe, de lui proposer une réanimation ou de parler d'une réanimation qui ne sera pas possible. Donc, c'est un patient qui est hors toute issue thérapeutique. Donc, c'est pas ça qu'on a demandé aux patients. C'est juste lui dire, voilà, il arrive un problème. Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne à la maison, qu'on calme les douleurs, qu'on fasse que vous soyez moins équipé, ou alors si vous voulez, venir à l'hôpital et qu'on mette en place quelque chose pour vous, voilà, c'est ça qu'on lui demande, c'est pas de choisir entre une réanimation et pas de réanimation. Et il faut c'est-à-dire, c'est que j'ai une planification des soins, et puis par rapport aux défis de la terre, par rapport à l'hospitalisation en urgence et par rapport à la réanimation.
Alors pour cela, et pour améliorer le confort de notre patient et améliorer sa qualité de vie, il faut qu'on connaisse un petit peu mieux de quoi se plaignent ces patients qui arrivent à terminal de leur maladie, et savoir comment on peut les soulager. C'est ce que je disais, hein, des techniciens différents, il faut repérer les symptômes. Alors ça, c'est pareil, j'ai pris un article c'est assez ancien, et je trouve que c'est assez bien représenté, et je vais vous montrer. Donc ici, vous avez les différents symptômes. Alors, il y a un pléthore de symptômes. Dans cette article, ils ont sélectionné les symptômes finalement qui étaient les plus fréquents, hein, et qui pouvaient être sévères, qui gênaient le plus de patients dans sa vie tous les jours. Et vous voyez ce qui en ressort, hein, on retrouve donc des difficultés à dormir, hein, des douleurs de toutes sortes, le manque d'énergie, le manque de souffle, le fait de se sentir inquiet, hein, nerveux, de se sentir un peu déprimé, avoir des difficultés de concentration, avoir la bouche sèche, hein, c'est un phénomène qui est assez fréquent, et d'être en mauvais état, d'être pas bien, quoi, de se sentir mal. Donc, vous voyez les différents symptômes dont se plaignent ces patients, et donc il va falloir, nous, qu'on puisse interroger les patients sur ces symptômes qui peuvent ressentir pour essayer finalement de nous améliorer. Alors, l'essoufflement, on a dit que c'était un élément qui était fréquent, on n'est pas trop surpris, hein, c'est les patients à insuffisance cardiaque, mais les patients peuvent être essoufflés alors qu'il n'est pas en médecine pulmonaire, hein, et ça va être une sensation d'essoufflement qui finalement va être corrélée à cet effet d'œdème pulmonaire et de bas-débit, et qui va être plutôt lié à des mécanismes hémisphériques qui vont impliquer le muscle endothélium. Et c'est souvent une sensation très subjective, sensorielle et émotionnelle, et qui va être fortement anxiogène pour les patients. Donc, on peut prescrire des traitements épilémiques, les chlorogéniques, pas un traitement palliatif. Donc, c'est pas que les patients en œdème pulmonaire, les patients, il y a de la congestion, il faut mettre des traitements diurétiques. Alors, peut-être c'est pas utilisé, pour améliorer sa qualité de vie, ou alors lui permettre peut-être d'avoir une suite ou d'avoir une petite line qui permet de mettre des diurétiques intraveineux sans avoir à quitter souvent les patients. On va leur proposer la mise en place du patch de déshydratation, et puis il ne faut pas hésiter à leur mettre de l'oxygénothérapie, même s'ils ont une bonne saturation, parce que l'oxygène peut améliorer les symptômes et se ressentir des maladies. En traitement de la douleur, il y a des douleurs qui peuvent être d'origine cardiaque, des douleurs anguleuses, mais on a beaucoup de douleurs non cardiaques, des douleurs articulaires, des douleurs osseuses, et on peut utiliser tous les antalgiques, qui est préconisé, c'est vraiment la morphine. La morphine à petite dose, qui peut vraiment améliorer la qualité de vie et les symptômes. On a dit que ces patients étaient déprimés et anxieux, c'est fréquent, c'est 40% des patients sont déprimés ou anxieux. C'est peu diagnostiqué parce qu'on les confond souvent avec des syndromes cardiaques. Et pourtant, c'est la première cause de déclin fonctionnel, de la qualité de vie. Ça peut entraîner une expérience thérapeutique, et en particulier des règles dépressives. Et on sait que les scores de dépression ont une grosse corrélation avec les patients. Donc, cette dépression, elle peut être liée à des peurs, pendant la maladie, genre de la perte d'autonomie, de la perte du recrutement professionnel, du rôle familial. Et donc là, il ne faudra pas hésiter à pouvoir prescrire des anxiolytiques, mais aussi des antidépresseurs. Et puis, là, je pense qu'il faut vraiment faire appel à une psychologue. Alors, en cardiologie, la psychologue, c'est une denrée rare, mais nous, on fait appel à l'unité mobile de psychologie. Et on a aussi les centres diagnostiques qui nous aident beaucoup, puisqu'eux ont une psychologue. Et donc, on vous demande de venir voir et les familles. Alors, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de vie. Alors, c'est quoi la qualité de vie? Déjà, c'est une expérience subjective d'un individu vivant avec des défis interpersonnels, psychologiques, existentiels, qui accompagnent le processus de défense physique et fonctionnelle et la connaissance des normes françaises. Alors, plusieurs ont montré que finalement, les patients à insuffisance cardiaque chronique, ils avaient souvent des demandes concernant leur maladie, leur pronostic, leur manière de mourir.
et que finalement ces demandes n'étaient rarement satisfaites, parce que je disais, on manque de communication avec nos malades, et puis finalement, on a des patients souvent qui nous disent, finalement, je suis tellement altérée que je suis prêt à vivre moins, mais à vivre moins longtemps, mais dans de meilleures conditions. Et maintenir le patient en vie tout de suite, c'est peut-être probablement pas la solution. Voilà un petit peu. Alors là, c'est pareil, je n'ai pas mis la référence, c'est le même article que je vous ai montré tout à l'heure, avec les différents traitements qui peuvent être prescrits de façon anticipée en cas d'essoufflement, de douleur, de nausées, de vomissements, de congestion, d'anxiété. Là, on est dans la préparation dans des patients qui arrivent en fin de vie avec la sédation, comme on pourra peut-être en parler après, des patients qui vont tellement dyspnéiques, contre endormir, voilà, que je peux retrouver dans la littérature. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des autres traitements? Puisqu'on est dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie des patients, si les traitements de l'insuffisance cardiaque et des bêta-bloqueurs, les ARB, bien sûr, tout ce qu'on peut imaginer sont mal tolérés, ces médicaments-là devront être arrêtés. On est là sur du confort. Hein. Il y en a, voilà, si on a une hypotension, une majoration de l'insuffisance cardiaque, une mutation de l'urine, etc. Voilà, il va falloir adapter les traitements et on n'est plus du tout dans le fait de prolonger la vie, mais vraiment d'améliorer les traitements. Alors, la place des inotropes, elle est discutée. C'est vrai que ces inotropes, ils n'améliorent pas la survie, mais ils vont permettre de prolonger un peu la vie, c'est pas avec la vitamine, mais ils vont permettre d'améliorer la symptomatologie et faire que nos patients, dans les intercures, aient une meilleure qualité de vie. Donc, pourquoi pas? Alors, c'est vrai que, évidemment, c'est une question de l'évolution dents, hein, le patient reste 24 heures, il a sa cure d'évolution dents, il repart, il se revoit un mois ou deux plus tard pour une nouvelle cure. Et c'est vrai qu'entre les cures, les patients se sentent beaucoup mieux, ils ont une meilleure qualité de vie. Donc, voilà. Ils n'apparaissent pas dans les recommandations, hein, sauf dans la CCHA, avec une classe 2D, hein, dans l'assurance cardiaque, le facteur minimalisé. Et je crois qu'il y a quand même certaines études qui ont fait pendant longtemps à Lyon, en particulier à Lyon, hein, il y avait des cures de vitamines qui se faisaient à la maison. La place du défibrillateur et du test nucléaire. Alors, les stimulateurs et les défibrillateurs, vous savez bien qu'ils augmentent la survie, hein, ces patients-là. On sait aussi qu'il y a des patients qui arrivent au stade avancé et qui vont être soumis à des chocs électriques qui vont devenir très fréquents et qui vont vraiment entraîner des douleurs et beaucoup d'anxiété. Et je pense que dans ces cas-là, il faut aborder avec ces patients le sujet de la désactivation significative. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois chez des patients qui étaient choqués de façon hyperactive. Et voilà, même les patients m'ont demandé en disant, vraiment, c'est plus possible pour moi, j'ai peur d'être choquée tout le temps. Quand je suis choquée, je ne perds pas connaissance, je suis vraiment pas bien. Et c'est moyen de faire quelque chose et de prendre la décision de désactiver ce délateur en connaissance de cause, hein, dans la vie, la vie, comme la vie. Si c'est plus possible pour vous, ben, on va l'arrêter, hein, et on arrête de défibrillateur. Le pacemaker en synchronisation, ben, c'est un traitement de l'insuffisance cardiaque, donc si tout va bien, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, qu'il n'y a pas de raison de l'arrêter. La place d'assistance ventriculaire gauche, la place d'assistance ventriculaire gauche, alors c'est vrai que quand on met en place une assistance ventriculaire gauche, on a l'espoir que les patients vivent plus longtemps et mieux. Et c'est vrai qu'on n'aborde pas les palliatifs avant l'implantation. Et je pense que c'est une erreur. Je vais vous montrer une étude après. Parce que je pense que dans le choix qu'on laisse aux patients, on doit laisser le choix entre la greffe, c'est possible, hein, la greffe, l'assistance, mais aussi dire, ben voilà, on peut décider de rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on va tout s'occuper de vous, mais on prendra d'autres décisions. C'est-à-dire qu'on améliorera la qualité de vie, voilà. Donc je pense qu'on est en droit, hein, de discuter de ça avec les patients et de proposer ça aux patients. Et on sait très bien, et je vais vous montrer une étude après, qui en charge une démarche palliative, même s'il y a assez peu et que le pronostic de mort
le mort est loin, que la mortalité, en fait, le décès va survenir à quelques années plus tard. C'est pas ça qui va faire que le mandat va mourir plus tôt. Hein. Donc, on sait que ça améliore la qualité de vie des patients quand on a pris la décision. Donc, je pense que parler de fin de vie, parler de soins palliatifs, ça doit se faire avant la mise en place. C'est pas forcément, enfin, après, c'est sûr, mais dès la décision de mise en place. Je pense que ça nous aiderait aussi quand les patients se trouvent en réanimation et qu'on n'arrive plus à les faire avec mots, qu'on n'arrive pas à les faire en réanimation malgré les LVAD, etc. Ça nous aiderait aussi dans la prise en charge de ces patients. Alors, là, on parle des patients qui sont porteurs d'assistance. Ensuite, il y a beaucoup de complications. Et ça demande un support d'équipe soignante plus. On devient un médecin généraliste. Et je pense qu'il faut aborder les directives anticipées pour que ces patients porteurs d'assistance écrivent leur directive anticipée. Il faut aborder une question de santé. Parce que quand vous trouvez devant, pour l'avoir vécu plusieurs fois, je pense que disons, mais qu'est-ce que c'est aussi, la famille, oui, la famille, les patients, etc., les équipes en prennent un coup, et prendre des décisions d'arrêt de machine, oui, on est presque les larmes aux yeux, c'est très compliqué. Et donc, si on a discuté au préalable avec le patient, les décisions deviennent beaucoup plus simples pour le patient et pour les familles. Donc ça, c'était une enquête qui avait été faite, alors toujours avec le petit questionnaire que je vous ai montré tout à l'heure dans la première étude publiée. Donc on interrogeait les patients porteurs d'LVAD et les patients qui avaient été greffés. Et on les interrogeait quant au besoin de discuter de ces problèmes de fin de vie. Une fois qu'on a été implanté dans le VAD et une fois qu'on a été implanté, on a été greffé. Et en fait, finalement, on se rend compte que les patients, finalement, ils sont très demandeurs. Ils sont très demandeurs que ça. Alors, d'autant plus qu'ils sont parfois des assistants. Donc voilà. Donc, les patients sont demandeurs. Il y a des indications. Et donc, je pense que ça a mis de faire la démarche proposée. Et puis bien connaître la législation. Alors, je ne vais pas en parler en détail parce que je pense que notre collègue de soins palliatifs va en parler plus en détail. Donc, il faut bien connaître la législation avec ces différentes lois, et en particulier la loi de l'ONESI, sur les directives anticipées. Et puis plus récemment, là, avec le code de déontologie, la modification du code de déontologie médicale. Il faut avoir des repères éthiques, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et puis, il faut avoir aussi des repères médicaux. Presque les traitements permettant de soulager les symptômes. Et surtout, accepter les limites. Ça, c'est très important. Je pense que le médecin, il a un certain orgueil. Et je pense qu'il faut accepter les limites et se dire, maintenant, je ne peux pas proposer deux traitements qui prolongent la vie chez ces patients. Je vais l'accompagner autrement, je vais les soigner autrement. Donc, il faut vraiment accepter les limites, privilégier la qualité de vie et accompagner notre patient. Donc, ce qui est important pour moi, c'est une prise en charge multidisciplinaire, équipe soignante, médecin cardiologue gériatre, équipe de soins palliatifs, psychologue, assistante sociale, diététicienne, c'est tout ça. C'est connaître et respecter les choix du patient et de la famille, retour à domicile, décès à l'hôpital, est-ce qu'on fait un arrêt cardiaque, est-ce que vous voulez être hospitalisé, etc. Et intégrer dans la prise en charge l'entourage du patient, la personne aidante, la personne de confiance, le médecin traitant, l'équipe soignante du domicile, l'HAD, etc. Le patient est au centre. Tout ça, ça doit permettre au patient et à sa famille de mieux vivre les derniers mois et les dernières années de vie. Et juste pour vous dire, dans cette belle étude, pas la chef, une étude randomisée, contrôlée, deux groupes de patients, 150 patients en tout, 75 qui étaient donc qui avaient eu un suivi habituel et 75 patients qui étaient suivis par l'équipe de soins palliatifs, en plus du suivi habituel. C'était des patients qui avaient une insuffisance cardiaque avancée. Eh bien, quand on regarde la qualité de vie, il n'y a pas photo.
quand le patient est pris en charge par une équipe multidisciplinaire, eh ben, il y a une meilleure qualité de vie, il y a une meilleure, les échelles de soins palliatifs sont améliorées, et surtout, je ne voulais pas montrer, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité, il n'y a pas d'augmentation des hospitalisations, bien au contraire, il y a une réduction des hospitalisations, et les patients vivent beaucoup mieux. Donc, c'est pas parce qu'on va faire appel à une équipe de soins palliatifs, c'est pas parce qu'on va parler de soins de vie et de tout ça, que maintenant là, ils vont avoir un petit. Et juste une dernière étude, parce que ça, c'est ma toute dernière, on est en train de mettre le papier, on a eu un poster à l'USP en 2022, et on a regardé dans notre service, dans les 10 ans précédents, comment on avait référé nos patients à soins palliatifs. Donc, on a regardé 2010-2020, on a pris donc tous les dossiers, on a remis le nez dans les dossiers, on a regardé l'âge, on a regardé les pathologies des patients, on a regardé quels étaient les contacts avec les soins palliatifs, on a regardé qu'est-ce qui motivait l'appel aux soins palliatifs, et les résultats de 144 patients. Donc on en a 94% qui sont décédés et 8 qui sont encore en vie 2 ans après. Et vous voyez que la médiane entre le moment où on appelle l'équipe de soins palliatifs et le moment où le patient meurt, c'est 9 jours. C'était des patients de 75 ans. On a essayé de regarder si l'appel aux soins palliatifs avait augmenté au fur et à mesure du temps. On a une petite tendance. On a regardé aussi quels étaient ces patients. On voit que dans la plupart du temps, la moitié des patients, c'était des insuffisants cardiaques, d'autres causes. Et on a regardé aussi à quel moment on faisait appel aux soins palliatifs. Et bien, quand ces patients est hospitalisé pour un épisode de décompensation cardiaque dans la majorité des cas. Et on a regardé les patients mouraient, nos patients meurent à l'hôpital. 170% des cas, seulement 10% des patients qui vont mourir à la maison. Donc on voit que finalement c'est pas bien, et puis encore beaucoup après. Donc en conclusion, les patients étaient au centre de la prise en charge, communication plus avec les patients et les aidants, identifier les symptômes, les traiter, intérêt d'une directive anticipée, mais là je pense qu'on va en parler plus en détail, et bien sûr les soins palliatifs ont tout à fait leur place dans la prise en charge des patients, et pas seulement en fin de vie, pas seulement la veille du décès du patient. Donc il faut stimuler la prise en charge, la prise de conscience, il y a des besoins, il y a des droits, il y a une souffrance du personnel, il y a des besoins de formation. Et comme pour le don d'engagement, il faut en parler, la seule vie, personne ne n'y penser, et pourtant, il faut en parler. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup Marie-France. Je pense qu'on a un tout petit peu hors délai, donc je pense qu'on va commencer tout de suite avec la présentation de Sébastien et puis on fera une discussion éventuellement à la fin. Ouais. Il faut que je me sorte d'ici, non?